va se poser comme question ce matin, c'est finalement trois choses. La première, c'est de savoir s'il y a vraiment une rupture dans les mécanismes de sollicitation et de mobilisation des citoyens. J'ai à ma gauche et à ma droite deux personnes qui vont pouvoir nous parler de sollicitation soit digitale, d'une part, au travers notamment des stratégies réseaux sociaux qui sont mises en place par les candidats, en l'occurrence Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi au travers d'autres exemples d'autres candidats, ou des sollicitations qui sont sur le terrain. On se demandera si ce mot qui est très souvent employé par les hommes politiques, faire du terrain, aller sur le terrain, est une source efficace de mobilisation des citoyens le jour du vote, en l'occurrence dans le cadre des municipales. Et puis on se posera une dernière question, c'est deux premières questions. Une dernière question, c'est de savoir si l'opinion est structurée dans le fond par ces nouveaux mouvements ou si finalement les dynamiques de l'opinion répondent à des mécanismes qui sont différents. Voilà, donc je vous remercie d'être là. Merci à René Sylvestre, le président de la Pépinière, d'être ce matin avec nous et nous accueillir, puisque ce petit déjeuner qui a lieu maintenant depuis près de 2 ans maintenant est en partenariat avec Pépinière 27. Alors je voudrais qu'on commence peut-être par toi, Guillaume. En 2012 et peut-être aussi en 2014, tu as travaillé, après avoir observé, je crois, longuement comment se passaient les dynamiques de mobilisation aux États-Unis. Tu as travaillé sur un modèle dont le nom dans le livre s'appelle Porte-à-Porte, et qui finalement est un modèle de mobilisation un peu nouveau, qui ne ressemblait pas à ce qu'on faisait classiquement en politique, qui consistait peut-être à être plus dans le tractage, plus dans envoyer des courriers, c'est ce qu'on reçoit chez soi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce modèle et en quoi ça modifie la dynamique de mobilisation dans le cadre d'une élection? Bonjour. Donc oui, en effet, moi je m'appelle Guillaume Léger, tout ce qu'a dit Vincent est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, j'ai une société qui fait du conseil en stratégie électorale, qui développe des logiciels pour les équipes de campagne. On travaille beaucoup avec 70 équipes de campagne en France, notamment à Paris, à Toulouse, dans pas mal d'autres villes. Et en fait, l'idée qu'on a eue en 2012, c'est pas d'inventer le porte-à-porte. Le porte-à-porte, si vous suivez des campagnes électorales, ça existe depuis la nuit des temps, c'est pas vraiment une technique de campagne moderne. Par contre, ce qui était nouveau, c'est de le faire à très très grande échelle et de manière ciblée, en utilisant des données électorales pour aller identifier les endroits où on pense qu'une action de terrain aura le plus d'impact. Et tout cela vient de l'observation qu'on avait faite de la campagne de Barack Obama. En fait, Obama, moi j'étais aux États-Unis en 2008, et j'étais assez surpris parce que je voyais sur le terrain. J'ai découvert le porte-à-porte à ce moment-là, et j'étais assez étonné. On était en 2008, on parlait de la campagne du 21e siècle, et j'étais étonné de voir des gens qui frappaient à des portes. Ça ne paraissait pas tout à fait correspondre à l'image d'une campagne moderne. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé à l'équipe de campagne, j'ai moi-même fait un peu de porte-à-porte pour Barack Obama, et derrière tout ça, en fait, il y a 10 ans de recherche en sciences politiques qui ont comparé différentes techniques pour encourager les gens à aller voter. Donc, le tractage, le phoning, le fait de coller des affiches sur un mur, le fait de mettre des petits papiers dans des boîtes aux lettres. Et qui ont comparé ça de façon extrêmement rigoureuse en utilisant une méthode qui s'appelle l'évaluation randomisée. C'est la même méthode qui est utilisée pour tester l'efficacité d'un médicament. Et en fait, ça a montré que de très très loin, c'est le porte-à-porte qui avait l'effet le plus fort. L'ordre de grandeur, c'est quand on fait du porte-à-porte, on convainc en moyenne un abstentionniste sur 14 d'aller voter. Un email, c'est 1 sur 100 000. Donc un email, ça coûte rien, mais ça a un effet très faible. Le porte-à-porte, ça coûte rien parce que c'est des volontaires qui le font. Par contre, il faut le faire à très grande échelle si on veut avoir un impact. Et c'est un peu cette idée, l'idée de faire une campagne de porte-à-porte à très grande échelle, organisée et ciblée, qu'on a essayé d'adapter au contexte français. Et après, alors je vous passe les détails de convaincre des socialistes français qui veulent faire du porte-à-porte en venant des États-Unis. Et moi-même, je travaillais dans le secteur privé avant. Je suis un socialiste pas tout à fait. Ça nous a pris un peu de temps de convaincre le PS de le faire en faisant nous-mêmes, en 2010, pendant les régionales, une expérimentation pour mesurer l'impact du porte-à-porte sur la participation électorale pour vérifier si ça marchait en France. Et c'est ce qu'on a mis en place pour l'équipe de Hollande. Il y a eu 5 millions de portes frappées par 80 000 volontaires, et, en partie des militants, mais aussi des sympathisants. Et on a même pu mesurer l'effet que ça a eu sur le résultat de l'élection, en utilisant la même méthode d'évaluation randomisée. Et ça a permis à Hollande de gagner 280 000 voix au second tour. C'est un quart de la marge de victoire face à Nicolas Sarkozy. C'est la première chose qui est intéressante. Et la deuxième chose, c'est qu'au premier tour,
ça a augmenté le vote pour Hollande de 3 points. Donc les bureaux de vote, il y a eu du porte-à-porte. Hollande a fait 3 points de plus que dans ceux où il n'y a pas eu de porte-à-porte. Et ça s'est fait principalement au détriment de Marine Le Pen. Donc ça a permis de faire reculer un peu le score du FN. Le mécanisme qu'il y a derrière, c'est qu'il y a énormément, une partie de l'électorat FN qui vote pour le Front National parce que les politiques classiques, ça suffit, ils n'ont pas de solution et qu'ils veulent envoyer un message. C'est des gens qui sentent que la politique leur échappe, que les politiques ne font rien pour eux. Et quand on va les voir en porte-à-porte, on envoie un peu un signal positif que finalement on s'intéresse un peu à eux puisqu'on prend le temps d'aller les voir. Cet effet, on l'a mesuré en 2012. Là, si je regarde les résultats de 2014, et que si on est aujourd'hui un candidat de gauche et qu'on voit les résultats, on a un peu envie de se dire, bon, c'est sympa le porte-à-porte, mais on a l'impression que ça a fait une grande différence. Et la question que je me pose aujourd'hui, une question assez ouverte, c'est en fait, mais finalement, quand on voit les résultats là, à quoi ça sert une campagne? Parce que quand on voit les candidats de gauche qui perdent parfois 20 à 30 points, qui ont pourtant fait des campagnes incroyables. Le candidat Hamon, ils ont fait une campagne incroyable. Ils ont frappé à 9000 portes, ils n'avaient jamais fait ça. Il a perdu 10 points par rapport, la gauche a perdu 10 points par rapport à 2008. Donc il y a un peu une question sur finalement faire une bonne campagne en utilisant des données, en faisant du ciblage, en mettant des volontaires. À quoi ça sert? Alors ça sert à gagner 3 à 5 points. Et après, je pense que ce qui m'intéresse, il y a des mouvements de fond, des mouvements structurels qui ont des impacts beaucoup plus forts. Et qu'on a le fait de faire une bonne campagne, c'est très important. Après, la question, c'est quel est l'impact au final face à des tendances de fond, la popularité du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut réellement. Je vais juste donner un exemple, en fait, pour appuyer un petit peu sur ce que vous venez de dire. On a, nous, fait beaucoup d'enquêtes dans le cadre municipal et on a notamment eu un gros souci, comme d'habitude, pour ce genre d'enquête, c'est d'évaluer le score du Front National. Et on est plutôt content de nous. Alors, je sais que les articles de presse ne sont pas forcément très sympathiques pour les sondeurs en ce moment, mais il y a en tout cas un élément de satisfaction pour nous, c'est qu'on a plutôt réussi dans toutes les villes où on est allé à bien estimer le score du Front National. Sauf une, c'est Tourcoing, où on a donné, et c'est très rare face à ce genre d'erreur, on a donné le Front National largement au-dessus du score qu'il a eu au final. On a donné 23 et il a fait 16. À côté, Roubaix, on avait travaillé, on a donné un FN qui était un petit peu à l'inverse en dessous du score qu'il a fait au Réel. Alors on s'est demandé un peu pourquoi. Et en fait, on a compris que le sondage qu'on avait publié donc, il y a à peu près un mois maintenant a agi un peu comme un déclic chez le candidat de droite, Gérald Darmanin, dans cette ville, et qui nous a en fait expliqué après coup que quand il a vu ce sondage, qu'il a vu que l'État était à ce niveau-là, a complètement changé sa campagne et n'a plus fait que du porte-à-porte. En fait, dans les dernières semaines, en allant prioritairement cibler les quartiers les plus populaires de Tourcoing, les quartiers qui, a priori, veulent le plus FN. Et son objectif unique, en fait, a été d'essayer de convaincre ses électeurs FN d'aller plutôt vers le candidat qui a plus de chances de remporter la mairie face à la gauche. Et effectivement, alors si on croit que le sondage était exact à Tourcoing comme il a pu l'être dans d'autres communes, effectivement, il y a peut-être eu un effet pour le coup du porte-à-porte et de sa stratégie en fait très locale, très micro-locale, quartier par quartier pour essayer de faire des Donc j'ai pas moi d'outils hyper performants pour évaluer les effets d'une campagne digitale ou les effets du porte-à-porte. C'est quelque chose de très difficile à faire en termes d'enquête, d'opinion, mais en tout cas on peut voir avec cet exemple qu'il peut y avoir des effets stratégiques. Merci beaucoup. Alors j'ai oublié dans mon introduction de dire, on m'en a fait la remarque, parfois à certains petits déjeuners, il m'arrive d'utiliser mon téléphone très souvent pendant un petit déjeuner. Je réponds sur Twitter à des gens qui me parlent. C'est pas que je m'ennuie, notamment parce qu'on a fait quelques remarques sur Twitter. Voilà, je le dis, c'est devant dans la salle. Laura, un des aspects qu'on vient de couvrir en duo, si je puis dire, vous avez répondu sur les aspects de mobilisation, c'est la mobilisation de terrain. Moi, je voudrais une autre partie de cette mobilisation aujourd'hui qui est particulièrement importante, c'est évidemment la mobilisation sur le web. Peut-être qu'on fera ensuite le lien entre les deux, mais peut-être pour commencer, cette mobilisation sur le web, en l'occurrence tu t'es occupé de cette partie pour NKM, comment on la construit aujourd'hui par exemple dans les municipales, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette stratégie qui est importante pour tous les candidats? Et en fait, je vais revenir quand même sur le porte-à-porte. C'est vraiment un constat qu'on fait aussi, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, le web et les réseaux sociaux, ça ne remplace pas la proximité avec quelqu'un, ça ne remplace pas un contact direct que vous allez avoir avec un électeur. C'est un constat qui est assez global, je pense. À partir de ce constat-là, on se dit qu'est-ce que nous on peut faire. Et
le rôle, en tout cas, du pôle web là, dans la campagne, ça a été aussi de créer ce lien avec le pôle mobilisation, puisqu'on est organisé par pôle, en disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le web soit facilitateur de mobilisation. Donc ça passe par l'utilisation de logiciels, un petit peu ce Obama aussi, et on a mis ça en place en se disant qu'il faut qu'on puisse optimiser, notamment les porte-à-porte, en se disant, typiquement si je prends un cas concret, en gros comment ça se passe au niveau de la campagne, tout Paris est quadrillé, c'est-à-dire qu'on a des référents d'arrondissement, on a ensuite des référents de quartier, ça donne 122 référents de quartier sur Paris, et ces référents de quartier-là, ils ont ensuite une armée entre guillemets de volontaires qui partent comme ça à la rencontre des gens, que ce soit des tractages, des porte-à-porte, des plans d'action, de mobilisation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand vous faites un porte-à-porte, vous allez à la rencontre des gens et vous avez forcément des retours. Et ces retours terrain, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent servir. Donc c'est intéressant de pouvoir faire des reporting, de pouvoir ensuite s'en servir pour réoptimiser derrière les actions de terrain que vous allez faire dans la foulée sur un quartier. Je prends un exemple complètement réservé. Il y a peut-être des quartiers dans Paris comme ça, où vous parlez des rythmes scolaires, ça intéresse plein de gens, puis il y en a d'autres où ça intéresse moins. Si ça vous permet, en fait, ces logiciels, si vous permettent à un moment de vous rendre compte que dans certains quartiers, c'est plutôt tel ou tel sujet, vous savez après ce qui intéresse les électeurs et vous pouvez aller leur parler de sujets qui les concernent. Donc c'est assez intéressant, en fait, parce que ça permet vraiment, vous vous adressez pas à tout le monde de la même façon, vous optimisez les discours en fonction des gens et ce qui les concerne. En tout cas, je trouve que c'est hyper important dans la campagne et c'est pas du tout au contraire que les réseaux sociaux de notre côté. Il y a énormément ça qui est poussé via des logiciels. On a aussi un logiciel qui nous permet d'avoir une cartographie de Paris où on a toutes ces données qu'on agrège, plus des données en open data de la ville de Paris et de l'INSEE par exemple. Tout ça nous permet derrière de regrouper à nouveau et de pouvoir cibler ce qui est mailing, etc. Et encore une fois, vous optimisez davantage de parler de sujets qui les intéressent. On est quand même à un moment où la politique s'implique pas mal de gens. Il faut trouver les moyens de s'adresser à eux d'une autre façon. Ça passe par les réseaux sociaux, mais pas que. Je trouve que c'est important de le dire. Et sur la campagne web, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pareil, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place parce que vous avez une partie des gens qui sont plus des curieux, par exemple, et qui viennent en se disant tiens, moi j'aime bien telle ou telle candidate, je ne suis pas forcément militant, mais en tout cas j'ai une curiosité. Ces gens-là, vous allez essayer de les faire devenir sympathisants. Ensuite, vous avez des sympathisants qui, eux, sont à un stade peut-être un tout petit peu plus avancé, vous appréciez déjà plus une candidate que l'autre. Ces gens-là, vous allez essayer de les faire passer un petit peu plus dans l'action et de faire des volontaires. Et en fait, on essaye comme ça, il y a différents degrés d'implication et on essaye de les faire venir davantage avec nous par différents moyens. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place depuis un an. Et du coup, les discours ne sont pas les mêmes selon à qui vous vous adressez. On a mis en place ça notamment via le site de campagne, et puis après il y a tout ce qui est vraiment purement réseaux sociaux, où il y a toutes les informations que vous pouvez essayer de faire sortir selon les publics pareil, à qui vous adressez. En gros, vous ne passez pas les mêmes messages selon les supports qui sont utilisés. On sait très bien que les pages Facebook, en général, c'est plutôt des gens qui sont d'accord avec vous, alors que sur Twitter, vous allez beaucoup plus confronter à des gens qui vont vous dire moi je suis d'accord. Et c'est là que c'est intéressant en fait, c'est hyper intéressant parce que vous avez des retours de gens qui ne vont pas forcément dans votre sens, mais qui vous alertent en fait sur certains points. Et c'est quelque chose que je dis souvent en atelier, mais c'est les réseaux sociaux pour moi c'est une jauge. Ça permet vraiment de voir et de rééquilibrer, parce que quand vous voyez quelque chose monter, c'est quelque chose qui potentiellement demain va sortir davantage dans les médias ou autres, donc vous voyez ce qui va arriver. Ça permet d'avoir les tendances en fait, et de voir ce qui est positif comme ce qui est négatif, donc de rééquilibrer sans arrêt. Et c'est assez intéressant du coup, sur une longue période à observer parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses comme ça. Et un point aussi que je trouve important, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'il faut y être et qui en fait n'ont pas forcément un usage adéquat. Et je pense notamment à Twitter. Il y en a beaucoup qui vont pour faire du push. Je pense que c'est pas du tout l'usage de ce réseau-là. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir échanger avec les gens. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on ait trop de candidats, que ce soit politique ou autre, d'ailleurs, qui n'y sont que parce qu'il faut y être. Je pense que ça mériterait d'être bien plus développé ça. Je me dis parce qu'on a une candidate qui se couche très très tard, le soir. À chaque fois je me dis, elle pourrait dormir, elle ne le fait pas, elle répond aux gens. Wow. Alors, ce que je retiens de ce premier échange, c'est évidemment la notion d'instantanéité. Tu parlais de jauge, que ce soit des remontées terrain ou que ce soit des remontées web finalement. Est-ce que cette jauge, elle a un impact sur l'opinion? Plus exactement, la question est évidemment amène une réponse très complexe à saisir dans l'instant. Quelles sont les
possibilité de saisir un effet potentiel sur l'opinion à court et parfois à moyen terme. Je pense qu'il faut d'abord distinguer plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'on va voir sur Twitter, notamment, ça va permettre en fait, de voir les phénomènes qui vont un peu émerger par la suite, qui vont pouvoir prendre de l'importance. Je pense qu'on voit aussi très bien sur Twitter, sur d'autres instruments, quels sont en fait, les différents niveaux de mobilisation alors, pas forcément des électeurs, mais plus des militants. En fait. C'est aussi vraiment les militants parlent aux militants sur ces instruments. Donc, on a là des capacités de voir un peu ce que sont les effets d'entraînement dans les campagnes. Après, pour ce qui est de l'effet sur l'opinion elle-même, je pense que c'est quelque chose de très difficile à mesurer. Alors, il y a des études qui existent, qui sont quand même très complexes à mener. En France, je n'ai pas connaissance d'études vraiment sophistiquées qui ont été menées sur le sujet. Après, on peut faire des hypothèses sur ce que sont les différents impacts de ces campagnes. Je pense qu'il faut d'abord déjà réfléchir en fait, à la cible qui peut être touchée par une campagne digitale. Il y a quand même déjà un point qu'il faut souligner, c'est que si on regarde l'électorat français, si on prend la population française de plus de 18 ans, à peu près 20% de personnes de plus de 65 ans, et en même temps, ces plus de 65 ans, ils représentent selon les élections entre 30 et 35% de l'électorat. C'est le cœur de l'électorat. Or, on sait très bien aujourd'hui que ces plus de 65 ans ont quand même un usage plus restreint, d'abord d'Internet en général, et ensuite des réseaux sociaux. J'ai regardé la dernière enquête du CREDOC qui permet tous les ans d'actualiser ces chiffres. Aujourd'hui, on est à peu près entre 40 et 50% d'utilisation quotidienne d'Internet au-delà de 65 ans. Donc il y a quand même encore toute une partie des seniors de notre société, et je le rappelle, ce sont les électeurs les plus assidus qui viennent systématiquement aux élections. Donc il y a quand même toujours cette fracture générationnelle qui fait que cette cible-là, qui est essentielle, on ne va pas forcément la toucher déjà par ces instruments. Alors après, pour le reste, est-ce que les jeunes, les catégories populaires, on sait que c'est les populations les plus abstentionnistes et les plus difficiles à ramener aux urnes, est-ce qu'elles vont être touchées par ce genre de campagne? Il y a quand même un effet, à mon avis, qui peut être très positif des campagnes qu'on va mener sur Internet vis-à-vis de ces populations, c'est qu'on va s'adresser directement à elles sans passer par le prisme d'acteurs en qui ils ont plus ou moins perdu confiance. Je pense aux médias traditionnels. Le fait qu'on ait une désintermédiation comme ça et qu'on s'adresse directement à eux sans les médias traditionnels, c'est un effet qui peut être positif parce qu'ils ont perdu confiance dans les médias traditionnels, une large part d'entre eux. Et puis, on est aussi sur un mode de communication de citoyen à citoyen. Ce sont vraiment nos pairs qui nous parlent sur ces réseaux sociaux. Et là, je pense qu'effectivement, l'effet aussi peut être relativement important. Après, je pense qu'il faut vraiment se dégager des effets de loupe que nous donne Twitter, etc., qui en fait nous montrent que ce sont vraiment des communautés militantes qui se parlent entre elles. C'est vraiment là le point sur lequel j'ai des doutes. Mais en termes d'impact, effectivement, je pense que ça peut être un fait qu'elles sont développées. Et j'ai plutôt le sentiment qu'on en est encore en fait au balbutiement aujourd'hui des effets des campagnes digitales sur les formations des opinions, la formation des opinions, mais je pense que ça peut être amené à se développer. On parlait hier pour préparer le petit déjeuner des campagnes classiques. Est-ce que vous avez observé en termes d'opinion, il y a des effets qui sont, peut-être définir campagne classique ou institutionnelle, qui ont un effet assez faible, voire très faible? Oui, on a mesuré, alors on ne mesure pas du tout les effets des campagnes digitales des candidats sur l'évolution de l'opinion. En revanche, on a mesuré effectivement l'audience, juste l'audience d'une étude, d'une campagne institutionnelle d'incitation au vote pour ces élections municipales, et en fait on se rend compte quand on regarde nos chiffres que ça varie entre en gros 8 et 10% de nos échantillons d'internautes, pas sur les échantillons français, mais d'internautes. On a pris entre 8 et 10% des internautes qui ont été touchés, en tout cas qui déclarent avoir vu cette campagne d'information. Ce qui est quand même relativement faible, et si on est sur les plus jeunes de notre échantillon, c'est là où on a les taux les plus élevés, on atteint 18%. Donc ça reste quand même relativement modeste. Un commentaire général sur ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, en fait, il y a un changement majeur aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, et ça nous vient là encore des États-Unis, c'est qu'on sait aujourd'hui ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les campagnes électorales. On peut savoir, on a les outils pour ça.
Et je vous ai parlé tout à l'heure d'évaluation randomisée. Est-ce que vous voyez ce que c'est comme méthode? C'est en gros, on prend l'exemple d'un médicament. Quand vous voulez tester l'effet d'un médicament, le principal problème, c'est que si vous donnez le médicament à une personne qui est en bonne santé, elle va forcément aller mieux que si vous donnez à quelqu'un qui va pas bien, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Par exemple, si vous donnez un médicament à quelqu'un qui est hyper en forme, qui va vachement de sport, et vous donnez le même médicament à quelqu'un qui est très fatigué parce qu'il travaille beaucoup, ça ne va pas nécessairement se voir si vous regardez ses yeux, mais il se trouve qu'au final, la personne qui a pris le médicament et qui est en bonne santé va aller mieux, alors que celle qui était fatiguée va pas nécessairement aller mieux, mais en fait, c'est pas nécessairement lié au médicament, c'est lié à leur état de santé au départ. Donc il y a plein de biais en fait potentiels. Et donc ce qu'on fait lorsqu'on teste un médicament, c'est qu'on prend un échantillon au hasard, on va choisir 50 personnes par exemple au hasard, et on va leur donner un placebo, et on va choisir 50 personnes au hasard, et on va leur donner le vrai médicament. Et le fait de sélectionner ces gens au hasard fait que la composition du groupe placebo et du groupe médicament va être la même. Il y aura autant de gens fatigués, il y aura autant de gens en forme, il y aura autant de gens sportifs, il y aura autant de gens qui fument pas, qui boivent pas, etc. En fait, on annule tous les biais potentiels qui pourraient affecter l'effet du médicament. Et la seule différence entre ces deux groupes, c'est que l'un a reçu le médicament et l'autre pas. Et donc si le groupe qui a reçu le médicament va mieux, c'est que le médicament il a un effet. On peut statistiquement conclure ça. Quand on teste une technique de campagne, par exemple le porte-à-porte, on peut faire exactement la même chose. Donc pour la présidentielle, nous on a sélectionné au hasard, on a pris un échantillon il y a 68 000 bureaux de vote en France. On en a identifié 22 000 qui étaient prioritaires pour la campagne de François Hollande. Dans ces 22 000, on en a tiré au sort 80%. On a donné à nos volontaires, ils allaient faire du porte-à-porte, et les 20% restants, on les a gardés pour nous. On ne leur a pas donné. Donc il n'y a pas eu de porte-à-porte. De fait, il y a eu un petit peu, on a pu corriger. Il y en a après. Et ensuite, on a regardé la participation électorale et le score de Hollande dans le groupe porte-à-porte et dans le groupe où il n'y avait pas eu de porte-à-porte. Et c'est là qu'on avait vu qu'il y avait une différence positive. Et on peut conclure rigoureusement scientifiquement que cette différence est liée au fait qu'il y a eu du porte-à-porte. Et cette technique d'évaluation randomisée, on peut l'appliquer à tout en fait en campagne. Les études que j'ai citées sur l'effet des mails, l'effet du porte-à-porte, aux États-Unis, ça a 15 ans. C'est deux chercheurs de Yale, Alan Gerber et Donald Green, qui ont fait ça. C'est les premiers à avoir fait ça aux États-Unis. On a répliqué ce qu'ils avaient fait en 2010 pendant la régionale. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir, on peut mesurer rigoureusement l'effet de différentes techniques de campagne sur la participation ou bien sur le vote. Et donc avant, les gens qui gagnaient, c'est toujours eux qui avaient raison. Avant, quand on gagne une campagne, en fait, on disait j'ai tout fait juste, quoi. Ça, j'ai gagné. Puis quand on perdait, on disait en fait, j'ai tout fait faux. Et ça, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui gagnent des élections, tout simplement parce qu'ils se présentent dans un canton, une circonscription qui est acquis à la droite ou acquis à la gauche. Pour info, il y a 70% des circonscriptions législatives qui ne changent pas de couleur d'une élection à l'autre. Donc là, on a beau se présenter dans le 10e, on va être un âne avec un badge PS, il va être élu. En gros. Là, j'ai fait une belle question. Et ça, je ne comparais pas avec la socialiste. Peut-être que le 10e, c'est pas un bon exemple. Ah oui. Non, il ne faut pas faire ça, c'est donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que la science des campagnes électorales s'est suffisamment développée pour qu'aujourd'hui, on puisse vraiment mesurer les effets de différentes techniques. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a encore, on voit aujourd'hui les partis politiques ont encore beaucoup de choses à faire pour mieux faire campagne. Et on peut savoir, on peut identifier ces choses qui vont être les plus efficaces. Par exemple, sur les campagnes institutionnelles, c'était quoi? C'était une campagne en ligne? Des pubs en ligne, ouais. Ça, aujourd'hui, on peut mesurer l'effet des réseaux sociaux. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature il y a quelques semaines qui a mesuré l'effet d'une campagne sur Facebook pour encourager les Américains à aller voter aux élections de midterm de 2010, avec un effet assez incroyable, puisque à l'échelle du pays, ça a permis de faire augmenter le nombre d'électeurs de 280 000. Ce qui est assez important, parce que poster quelque chose sur Facebook, ça coûte relativement peu. Aujourd'hui, on peut faire ça. Ça, c'est complètement nouveau. Demain, on pourra mesurer l'effet d'un tweet sur le choix partisan. On peut mesurer la même chose sur Facebook. On peut faire ça sur le porte-à-porte, sur le phoning, etc. Donc c'est tout ça pour dire que le porte-à-porte, ça ne sort pas du chapeau. Je ne suis pas en train de vendre mon bouquin. C'est vraiment un truc qui marche. Et c'est un truc qui marche aux États-Unis, c'est un truc qui marche en France. On travaille dans d'autres pays européens. La première chose qu'on dit, c'est non, le porte-à-porte, ça ne va pas marcher chez nous. On fait une expérience et on voit que ça marche. Et ça, on peut le faire parce qu'on utilise des approches scientifiques, ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Merci. Tu veux réagir, non? Je reviens encore sur la question. Je suis totalement d'accord aussi, c'est qu'il n'y a pas concrètement, c'est pas les réseaux sociaux qui vont changer le vote, absolument pas.
Mais là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez faire en sorte en fait, que ces gens-là qui sont pris dans cet endroit-là deviennent des relais de la campagne. Et ça, c'est super intéressant. Parce que vous vous adressez à eux sur des sujets qui les concernent encore une fois. J'ai un exemple d'une étudiante un week-end qui demandait à Nathalie, qui disait mais moi ça fait 1 heure et demie que je suis restée dans une bibliothèque, j'en ai ras-le-bol. Et du coup derrière elle a pu lui expliquer justement pour cause de la révolution des horaires pour toutes ces raisons. Et c'est tout bête, cette personne-là lui a répondu vous avez définitivement mon vote. Et ça m'a marqué son moment parce que je me suis dit en fait, je ne sais pas quel âge elle avait, mais derrière, on sait que la plupart du temps ils en parlent. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de gens que nous on peut croiser et qui nous disent ah mais elle m'a répondu à tel ou tel truc. Et en fait ça devient comme ça des relais. C'est une espèce de bouche à oreille qui après reste finalement assez, enfin ça reste quand même un microcosme quelque part, mais ça fonctionne ce truc-là. Et je trouve qu'en ça c'est intéressant. Après, on sait que ça ne changera pas non plus la donne demain, on en est effectivement de Russie. Quand je vous écoute, c'est bizarre. Enfin, moi je suis déjà d'une autre génération, hein, voilà, vous l'avez compris dans ma tête, mais je veux dire, on a l'impression que vous redécouvrez l'eau chaude, quoi. C'est extraordinaire. Alors c'est rassurant, c'est formidable, c'est merveilleux. Mais vous redécouvrez quoi? Que quand on fait les élections, les gens qui votent, c'est des gens. Et que quand on veut convaincre quelqu'un, que ce soit pour le vote ou pour un mariage ou pour n'importe quoi, il faut aller voir. Quoi. Et que éventuellement, il faut aller lui parler. Et qu'éventuellement, il faut lui dire des choses qu'il a envie d'entendre. Et qu'éventuellement, il faut lui dire à peu près bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop éveiller, il ne faut pas trop y encore, ça ferait pas charme. Bon, enfin, voilà. Bon. Et c'est pas la peine d'aller voir Obama pour ça, même si c'est toujours très intéressant de voir Obama. Bon, il est vachement bien, il est beau, il est efficace, il est bon, il a toutes les qualités. Moi, j'ai des souvenirs, évidemment, qui ne disent rien, mais j'avais un député, mon député dans les Bouches-du-Rhône, c'était un type, je vous conseille d'aller voir sa biographie parce qu'il est extraordinaire, enfin, il est comme ce monde, il s'appelait Philibert. Alors Philibert, il était très, très compétent, puisqu'il avait quand même son certificat d'études, il savait donc lire, écrire et compter à peu près, et Philibert, il a été élu pendant 50 ans. 50 ans. Pratiquement au premier tour, député, enfin, il avait les méthodes Philibert, il en avait deux. D'une part, bien sûr, vous avez du porte-à-porte, mais dans le porte-à-porte, vous avez oublié de dire une chose, c'est qu'il faut aussi bien connaître le terrain. C'est-à-dire que faire du porte-à-porte pour dire bonjour, salut, ça va, bon, les gens à un moment, ils ne sont pas dupes. Il faut aussi que la personne puisse avoir l'anecdote, la référence, le truc de dire mais attendez, on va réparer là le truc. Enfin, vous vous souvenez de Chirac, il voyait les gens, il disait enfin, le trou, on l'a toujours pas réparé. Quoi. Tout ça, c'est du cinoche, mais ça marchait. Quoi. Le film de pardon. Et Philibert, il avait une méthode extraordinaire, je vous la conseille. Et aujourd'hui, elle serait plus facile à faire que sur l'époque. Il avait des boîtes en carton, je les ai vues. Boîte à chaussures. Et dedans, il avait pratiquement tous ses électeurs. Hein. Et il avait des fiches écrites à la main. Et il avait noté, ou fait noter dans ses fiches, absolument toutes les relations qu'il avait eues avec ces gens-là. Ce n'était pas totalement des électeurs. S'il avait rendu un service à une personne il y a 5 ans, c'était noté, ou il y a 10 ans, c'était noté. Il avait même noté dedans, s'il avait rencontré quelqu'un quelque part, il avait discuté avec lui, on avait noté que ce jour-là, à la du machin du commissaire d'école, il avait discuté. Et il écrivait, alors à l'époque c'était à la machine, c'était fastidieux. Il écrit aux gens une lettre personnelle en disant je pense que vous vous souvenez qu'à telle époque on s'est rencontrés, qu'on a eu un très bon contact, et que, etc., ou bien que je vous ai rendu tel service. Je veux dire, Philibert n'avait rien inventé non plus. Et ce que vous dites, c'est le béaba de tout. Je veux dire que quelqu'un qui n'est pas sympa, qui n'a pas le terrain et qui ne va pas voir les gens, ce qui est une politesse, c'est même pas de c'est de la politesse d'aller dire aux gens bonjour, je suis ton candidat, vote pour moi, et voilà pourquoi. Ça relève de la politesse. Le type ou la femme qui ne le fait pas, c'est un impoli, donc c'est normal qu'on y entre. Et que donc tout ça me paraît, je suis ravi de vous l'entendre, et que les réseaux sociaux et tout ça ne sont en fait que des apports à tout ça, mais que c'est le béaba et que tous ceux qui, comme Chirac, ont été élus en Corrèze, je termine là-dessus, vous vous souvenez tous, on se souvient tous de ces images qu'on a vues, de ces histoires où Chirac faisait le matin 8 bistrots pour boire un café, et quand il arrivait, il disait ah, ça sent bon ici, je vais prendre mon petit café. Tout le monde croyait qu'il prenait son petit café que dans ce bistrot. En fait, après, il allait dans l'autre bistrot pendant un temps. Résultat, il fallait avoir du coffre. Mais comme dans toutes les élections. Et il buvait 8 cafés entre 7h du matin et 9h. Bon, je veux dire, c'est.
Ce que Chirac a fait, et Hollande l'a fait certainement en Corrèze, puisque c'est une approche, mais tous ceux qui sont des bons l'ont fait. Tous ceux qui ont conquis quelque chose, et après, je dirais, il y a ceux qui, bien sûr, n'ont rien conquis, parce que ce sont des héritiers de la politique, et qui, comme vous l'avez dit, dans certains arrondissements, vous mettriez, je ne vais pas dire un âne, parce que ça pourrait, mais vous mettriez n'importe quoi, une chèvre avec un chapeau, il serait élu. Bon, voilà. Donc, merci d'avoir confirmé tout ça. Guillaume va répondre. En tout cas, merci pour cet autoportrait derrière Philibert. On voit bien qu'il y a des qualités qui sont similaires. Non, vous avez tout à fait raison. Le porte-à-porte était entre guillemets redécouvert. Si on regarde l'évolution des campagnes électorales en France, aux États-Unis, il y avait beaucoup de porte-à-porte. Les communistes, par exemple, en France, faisaient énormément de porte-à-porte dans les années 80, et puis petit à petit, ça a un petit peu disparu. Aux États-Unis, c'était un peu la même chose. Il y avait de grandes campagnes de porte-à-porte jusque dans les années 60. Et ensuite, il y a eu une montée des techniques de campagne indirectes, donc le marketing, la télévision, l'envoi de courrier. Et le porte-à-porte est vraiment revenu au début des années 2000 suite aux expériences que j'ai décrites tout à l'heure de Gerber et Green. Et effectivement, ça fait un peu, on a réinventé l'eau chaude. Alors c'est vrai, sauf que maintenant on est un peu meilleur pour choisir la température. Et je dis ça parce que tout ce que vous avez décrit sur la boîte à carton avec des petites fiches, en fait aujourd'hui on peut le faire en utilisant des logiciels de campagne. Alors ce que ça permet de faire, c'est pas l'intention est la même, mais ça permet de le faire à très grande échelle. Sur ça, et je rends à insister là-dessus, je n'ai pas inventé le porte-à-porte et jamais je ne dirais que j'ai inventé le porte-à-porte, ce serait vraiment mentir. Ça existe depuis très longtemps, ça existait avant jeunesse. La chose qu'on a essayé d'apporter à Hollande en s'inspirant d'Obama, c'est comment on passe de candidats qui font eux-mêmes du porte-à-porte pour leurs élections à, aux États-Unis, 1,5 million de volontaires qui font du porte-à-porte, en France 80 000. Avoir 80 000 personnes sur le terrain qui frappent à des portes, c'est un peu compliqué. Il faut s'assurer qu'ils disent les bons messages, il faut qu'ils collectent les bonnes informations, et il faut qu'ils aillent au bon endroit, alors que parfois ils ne vont pas faire du porte-à-porte dans leur quartier. Quand on fait du porte-à-porte en France et qu'on est de gauche, il vaut mieux aller par exemple dans les quartiers populaires. Si on regarde la sociologie du Parti Socialiste, il y a très peu de militants qui habitent dans ces quartiers populaires. Donc il faut faire venir des gens dans les quartiers populaires qui n'y habitent pas. Ils ne connaissent pas le terrain. Il faut leur donner des informations sur quels sont les immeubles dans lesquels il faut aller frapper. Donc l'intention, elle ne change pas. Tout ce que vous avez décrit sur le papier, c'est on fait la même chose aujourd'hui, simplement on est capable de le faire en utilisant des outils numériques à plus grande échelle, en utilisant davantage de données, de collecter des informations, de les garder pour les réutiliser pour les élections suivantes. Et quelque chose dans lequel nous on croit beaucoup, c'est le fait de multiplier les contacts en dehors des périodes électorales. En fait, on peut aller parler aux gens pour savoir ce qu'ils pensent, pour essayer d'élaborer des programmes en dehors des périodes électorales. Allez les voir au moment des campagnes, c'est bien, et en 2012 c'est super, ça a fait gagner quelques centaines de milliers de voix à Hollande. Là, ce qu'on voit, c'est que si on ne continue pas à aller voir les gens, si on les oublie et qu'on revient simplement la veille de l'élection de 2017, vraisemblablement ça n'aura pas du tout le même effet, d'autant plus que toutes les équipes de campagne en font également. Donc, de fait, l'avantage compétitif disparaît. Pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la politique, c'est avant tout du contact direct. C'est assez rassurant de voir que quand une vraie personne parle à une vraie personne, ça marche beaucoup mieux que d'envoyer un mail anonyme ou de lancer un tweet à la veuve. Une question qui porte, voilà, dans cette municipale 2014, c'est un peu en complément de ce que vous venez de dire, il y a eu, en lien avec la mobilisation de terrain, une stratégie de réseaux sociaux qui a été donnée. Vous l'avez décrit tout à l'heure, je pense que celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, on pourrait spécifique évidemment, mais ça a existé chez d'autres candidats qui chacun a mené leur stratégie comme ils l'entendaient, mais avec des règles qui sont relativement communes. Alors, on n'a pas parlé de la partie strictement réseaux sociaux et des dynamiques d'opinion que ça peut créer. Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour commencer, Damien ? Moi, mon opinion en fait sur ce sujet, c'est que aujourd'hui encore, ça reste en termes d'influence sur les comportements électoraux relativement restreint. Je pense. Mais je pense que ça a un effet indirect qui est quand même assez important, qui est celui de la transformation de l'image en fait, du candidat. Je pense que c'est peut-être le pied aujourd'hui par lequel ça joue le plus. Quand on regarde la façon dont les politiques utilisent en fait les réseaux sociaux, on se rend compte qu'aujourd'hui ça a un impact, ça a un objectif d'abord en termes d'image. On essaie de présenter une image de soi qui est plus positive.
C'est d'ailleurs pas forcément très facile, on l'a vu avec Michael dans la campagne, hein, il y a eu un petit bad buzz à certains moments sur des photos où on avait rencontré avec un SDF. Voilà, c'est un peu du point de vue des lecteurs lambda, les seules choses qu'on aura retenues, qui auront finalement émergé cette activité sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est d'autant plus important de considérer ce point-là que, élection après élection, et ça nos enquêtes le montrent, l'image du candidat, sa personnalité deviennent des éléments de plus en plus essentiels dans le choix du vote. Là, on a été très surpris en travaillant sur le municipal de voir que, bien sûr, on interroge les gens, est-ce que le bilan du candidat va compter, est-ce que son projet va compter? Alors ils disent oui, dans des proportions relativement importantes. Est-ce que sa personnalité va compter? C'est là qu'on a le taux le plus élevé. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est peut-être l'élément le plus déterminant dans le jugement qu'on va avoir sur les différents candidats. Donc je pense que l'impact des réseaux sociaux sur l'image, qui est un impact extrêmement difficile à contrôler, est néanmoins le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas le cas demain, dans le sens où ça va modifier en fait, les images relatives des différents Merci beaucoup, Damien. Peut-être un focus sur LKM, on a eu un focus sur Hollande, c'est intéressant dans cette stratégie. Un focus sur par rapport à la stratégie Damien. Et en fait, je trouve aussi en plus que quand on parle des réseaux sociaux, je reprends l'exemple de la photo avec SDF. Ça, je pense que Twitter, c'est quand même plus à gauche, de manière assez générale. Donc, on va aussi se retrouver avec des gens qui vont beaucoup pousser certaines infos à un moment. Quand je parlais de jauge tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'on a un moment, une armée de gens qui vont avoir envie de pousser cette information-là pour la voie davantage. Et là, je parle en essayant d'être objectif aussi, mais il y a des choses de l'autre côté qui sont faites qui ne ressortent pas du tout de la même façon. Et c'est assez intéressant à observer. Et je parle du débat d'hier, mais il y a des erreurs de Hidalgo sur les stations de métro, ça fait 13 ans qu'elle est à la mairie de Paris. Je suis sûre qu'on n'en parlera pas de la même façon. Et ça, c'est le truc qui nous est hyper frustrant. Parce qu'en fait, on se dit, il y a sans arrêt cette espèce de push qui se fait. Et mon boulot aussi à moi là-dessus, c'est de rééquilibrer ça. D'essayer de dire à un moment où il faut que ce soit équilibré. Et ça peut l'être. C'est juste que c'est pas simple. Donc ce travail-là, en fait, nous permet de vraiment nous de voir ce qui sortira demain. Je pense qu'à là, il y a plein d'autres pour la campagne. Donc ça, en fait, c'est intéressant à observer. C'est un truc, mais ça fait vraiment dessus. Et alors, au final, une question du coup un petit peu, j'aurais aimé la poser à Guillaume, il était malheureusement contraint par son emploi du temps. Je lui posais une question hier, je dirais sa réponse tout à l'heure. On a l'impression quand même que malgré tout ça, il y a des tendances d'opinion qui sont assez lourdes. Tu disais toi-même aussi, on a l'impression quand même que sur les réseaux sociaux, c'est quand même souvent des communautés déjà convaincues qui se parlent entre elles et qui s'affrontent avec parfois la gagne en technicité d'ailleurs, même si tu évoquais que la candidate et d'autres candidats d'ailleurs parlent de plus en plus en direct à des citoyens et peut-être les convaincre du coup. Est-ce qu'on pourrait faire le même score à une élection si on avait absolument pas fait campagne, compte tenu du climat, compte tenu de l'impopularité d'un gouvernement puis d'un autre? C'est très difficile de mesurer ça, parce qu'il faudrait rejouer le match sans campagne digitale, par exemple, pour faire la comparaison. C'est comme si on voulait imaginer une campagne sans sondage pour voir si les sondages avaient un impact ou non. C'est évidemment des expériences de sciences sociales qui sont impossibles. Mais quand on regarde la situation parisienne, si on prend l'exemple de Paris, on est quand même assez frappé de voir que le rapport de force électorale qu'on a noté il y a un an est finalement quasiment exactement celui qu'on a soir du premier tour. Comme si rien n'avait bougé en fait à Paris. Avec d'ailleurs même en comparant les résultats de 2014 avec ceux de 2008, on a des blocs de gauche et des blocs de droite qui bougent relativement peu. Comme s'il y avait une forme de stabilité parfaite du rapport de force à Paris. Donc on a plutôt tendance à penser que, sauf si en fait il y a des évolutions qu'on n'a pas vues dans un sens ou dans l'autre et que les choses s'annulent aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser quand même que l'impact de toutes les campagnes, pas forcément la campagne digitale, mais les campagnes médiatiques et les campagnes de presse ont été relativement marginaux. Après, quand on regarde sur les grands éléments structurants du vote, il y a l'élection de Jean Jardier le montre de manière vraiment éclatante. Pour les socialistes, c'est extrêmement difficile de faire quelque chose contre la popularité du président, contre la volonté d'une grande partie de l'électorat d'aller sanctionner le camp au pouvoir. Ces éléments-là, on sait qu'ils sont
élection après élection, parfaitement fondamentaux, ils sont toujours aujourd'hui. Donc, ces campagnes, les campagnes qu'on peut mener doivent avoir un effet. Alors, on voit des exemples locaux. Je sais toujours point tout à l'heure, il y a une campagne de terrain très particulière qui a été mise en place. Manifestement, ça a eu un effet. Donc, il peut y avoir des effets. Après, les tendances structurelles sont très difficiles à comprendre. Une question, du coup, où sont finalement les interstices de la persuasion? Où est-ce qu'on peut vraiment avoir un espace de persuasion? Je crois que tu en as évoqué un début avec le tweet de la candidate, mais il y a sûrement d'autres éléments. Il y a aussi, je trouve vraiment, là, il y a aussi beaucoup de Parisiens qui s'intéressent à l'élection, à 2 semaines de vote. Et là, je suis pareil, je rejoins complètement parce que ça fait faire un an qu'on fait campagne, ça fait 2 semaines que c'est vraiment visible. Et c'est intéressant à voir aussi, ça se sent sur le web, si je prends sur Facebook ou Twitter, on a vu pendant un an des choses qui ressortaient, bashing, plein de trucs. Et en fait, à 2 semaines, je me suis rendu compte à un moment que là, ça y est, les Parisiens posent des questions sur le projet. Ce qu'on n'avait pas avant. Ça peut paraître normal, mais ça n'allait pas. Donc, on a eu juste comme un message comme ça de Parisiens qui posaient simplement des questions. Je proposais quoi sur tel et tel sujet. Et c'était vraiment intéressant à observer parce qu'on ne l'avait pas il y a quelques temps. Et là, ça a re-switché à nouveau depuis 2-3 jours. On s'est repassé en mode je soutiens tes candidats, moi celle-là, et là on a nouveau des militants qui se parlent et les Parisiens sont plus noyés là-dedans. Mais voilà, ça évolue comme ça sans arrêt et on se rend compte que c'est vraiment 2 semaines près que ça se joue. Donc en fait, on a beau faire campagne depuis un an, c'est sur ces 2 semaines-là qu'il faut être hyper attention à tout ce qui est fait parce que c'est là tout le monde regarde. Donc c'est assez étrange à observer. Et après, la question était sur le global. Oui, enfin, où est-ce que se passe la persuasion de poser des questions? Moi, ce que je disais tout à l'heure, je reviens vraiment sur le côté comment on fait passer un curieux comment on incite à devenir un sympathisant, comment on incite un sympathisant à devenir un volontaire, etc. Et tout ce travail-là ne peut pas se faire en un mois, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur la longueur. C'est une relation qui crée petit à petit, c'est un lien qui se tisse au fur et à mesure. Et ça, pour le coup, on a besoin de le faire en plus de 2 semaines. Donc c'est vraiment sur la longueur. Et c'est valable pour tout. C'est comment on a des volontaires qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui live-tweetent les passages médias, etc. Comment tous ces gens-là, vous gardez ce lien avec eux sur la durée? Parce que c'est aussi comme ça que vous les faites vivre autour de vous et autour de la campagne. Et c'est intéressant à voir aussi. Je prends l'exemple du débat d'hier soir. On avait un live-tweet au QG qui était organisé. Et on a une centaine de personnes comme ça qui sont venues. Il y en avait certains que je ne connaissais pas, qui sont actifs sur les réseaux sociaux depuis à peu près un an. Et c'est exactement ça, c'est des gens qui étaient juste des curieux, qui ont réussi à faire devenir des sympathisants, etc. Et il y en a qui sont venus hier en me disant ah, mais je suis allée tracter ce matin. Et en fait, voilà, on a réussi à faire en sorte de les intéresser à la campagne. Et ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur la durée. C'est pas, encore une fois, on révolutionne rien. C'est comment on fait en sorte que le web aide à la mobilisation. Je pense que l'enjeu, il est là, il le sera de plus en plus. Comment on fait en sorte que toutes ces techniques qu'on connaît déjà, on puisse les optimiser davantage pour que ça serve un candidat ou un autre en l'urgence. Merci beaucoup. On va... Oui, je crois qu'on peut faire du marketing politique extrêmement poussé en ligne. Et je pense qu'il y a des techniques, on en parlait tout à l'heure, qui sont des techniques à la fois de ciblage, des techniques d'évaluation, qui permettent de vraiment affiner les choses. Je pense que ça a encore un impact relativement marginal en fait, sur les comportements électoraux. En revanche, si on parle de phénomènes de mobilisation en ligne, je pense que là, il y a des choses extrêmement importantes qui se passent, mais qui sont complètement spontanées et qui échappent complètement aux candidats. Et le premier exemple qu'on a eu en France, c'était la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel. On a vu pour la première fois une campagne numérique se mettre en place avec des communautés internautes extrêmement constituées, puissantes et influentes, et qui ont vraiment joué un rôle, à mon avis, très important dans l'évolution des opinions au global. Donc, et ça, c'est des phénomènes qu'on observe encore aujourd'hui. Regardez par exemple sur les mouvements contre le mariage pour tous, ça c'est aussi beaucoup joué en ligne avec une communauté qui s'est un petit peu constituée et fédérée via Internet. Donc ces effets-là restent très puissants, à mon avis, encore aujourd'hui beaucoup plus importants que les effets directs des campagnes parfois très sophistiquées menées par les candidats. Je pense que vous avez entendu parler de cette liste à Saint-Cloud de 18-25 ans qui a pris 15% des voix en faisant une campagne 100% digitale.
et en n'ayant aucun historique. Donc c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, ils ont 15% d'une ville. Je pense que les réseaux sociaux sont quand même capables d'être influents. Et la deuxième partie de ma question là-dessus, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie sociale, je ne suis pas du tout un professionnel des stratégies réseaux sociaux des partis politiques, mais j'ai l'impression, en tout cas, ce que vous disiez, c'est beaucoup de l'information que vous poussez. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'information d'autres consommateurs qui parlent entre eux? Je pense notamment avant-hier, je tombe sur un jeu où il fallait tirer sur la tête de NKM et de Hidalgo. Ça, c'est du contenu que vous subissez, entre guillemets. Comment vous, subissez dans le bon sens ou le mauvais, c'est peu importe. Mais comment vous gérez ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus à faire que simplement aller tweeter, organiser des live tweets, mettre des pages Facebook? Et est-ce que justement cet exemple à Saint-Cloud n'est pas la preuve qu'on peut prendre énormément de place, parce que 15% c'est quand même pas rien, en partant de zéro, avec une crédibilité nulle, parce que 18-25 ans c'est quand même pas ce qui est le plus crédible à la base, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus à faire en fait? Et probablement, effectivement, il a fait 14 et quelques pourcents en commençant une campagne, pour préciser les choses, donc à Saint-Cloud, extrêmement rapide, vraiment un côté blitzkrieg, uniquement en ligne, et il est arrivé, alors Saint-Cloud est une ville très à droite, mais il est arrivé devant le candidat socialiste, je le dis dans le sens, un parti constitué avec un tissu militant établi qu'on connaît par ailleurs. Donc est-ce que je peux répondre à cette question? Moi ça me fait penser aussi au Parti Pirate qu'on avait il y a quelques années, c'est exactement pareil. Et en fait, là où je fais une différence, c'est que si je prends le cas de NKM, on a une candidate qui est assez connue à la base. Donc en fait, quand on l'expose, c'est beaucoup plus dangereux entre guillemets parce qu'on peut se faire désinguer très vite. Donc il n'y a aucun enjeu en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent y aller complètement à fond. Au contraire, ça peut être porteur. Et c'est là où c'est super intéressant. Nous, il faut sans arrêt juger, encore une fois. C'est que, je prends encore le cas de Twitter, mais surtout au début de la campagne, on a une armée de militants en face qui passaient leur temps en fait à troller tout ce qu'on faisait. Et il y a un moment où même elle disait, mais on ne sait même plus comment s'exprimer. Et forcément que le politique, ça l'oblige à une réflexion sur quels mots j'utilise, parce que dès que je mets un mot, je me le reprends. Et c'est vrai, on finissait par en rire en se disant bon, puis après on s'est dit bon, je m'en fous. Parce que sinon on ne fera rien, c'est pas grave, on y va quand même, on continue. Mais voilà, on ne les expose pas de la même manière aussi, et forcément cette personne-là qui part de rien, entre guillemets, c'est hyper intéressant parce qu'elle peut tout faire. De l'autre côté, on a une candidate qu'on peut aussi abîmer par ça. Et elle le dit très bien en disant qu'en même temps, elle n'a pas envie de finir comme une politique aseptisée que je peux rien dire, mais de l'autre côté, il y a des moments dans la campagne où on ne peut pas se permettre certaines choses. Pour ces raisons-là. Mais justement, est-ce que c'est pas l'occasion de donner la parole autrement, que ce soit pas NKM, etc. Moi, je fais du marketing pour les marques. Et justement, notre métier, c'est de faire parler des consommateurs à la place des marques. Et justement, là, est-ce que les partis politiques n'ont pas intérêt à faire pareil, parler autrement, pour éviter justement de se faire troller tout ça? Alors, bien sûr, ça peut être transparent, savoir que c'est au nom d'eux ou mais il y a d'autres choses à faire que juste avoir le Twitter @NKM. J'imagine que vous faites plein d'autres choses. Oui, non, je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de grande montagne, c'est justement à mettre en place comme une marque? En fait, NKM, c'est une marque aujourd'hui. Mais oui, c'est exactement ce qui est fait. De manière plus globale, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, je pense une différence aussi à Paris, parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle ville, c'est quand même l'enjeu est important, c'est les arrondissements. Une question qu'on s'est posée au tout début de la campagne, c'est comment on fait pour faire en sorte de valoriser aussi les arrondissements. C'est pas une campagne qui se fait juste en centrale, c'est quelque chose qui est partout dans Paris. Donc, vous savez qu'il faut des réseaux sociaux d'arrondissement, il faut des vitrines, exactement comme une marque. Il faut des vitrines comme ça de la mobilisation et de ce qui est fait dans les arrondissements. Et c'est tout bête, mais les premières réunions comme ça, des référents web, moi je leur disais, mais valorisez votre arrondissement. Prenez des photos des endroits que vous ne connaissez pas, des endroits un peu insolites, faire aimer aussi comme ça l'arrondissement. C'est des petites choses toutes bêtes, mais au début, quand vous parlez de ça à des gens qui sont militants, je ne le suis pas, on en parle d'autant plus facilement, c'est que moi, c'est un regard très extérieur que j'ai apporté comme ça au début. Et en leur disant, essayez d'amener les gens à désintéresser à la campagne d'une autre façon. Et tout ça, c'est des techniques qui sont mises en place depuis le début pour essayer de ne pas être uniquement dans le discours d'une candidate qui parlerait toute seule, comme ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est une sphère à faire vivre. Et chacun ayant aussi comme ça un rôle. C'est un peu. Parfois, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Moi, je suis restée dans un groupe de chefs d'orchestre. Il y a un côté, c'est vraiment ça. Il y a un côté en disant voilà, là, un tel c'est ça, un tel c'est ça. C'est complètement ça. Il y a des rôles qui sont définis comme ça. Puis on essaie qu'il y ait une harmonie générale et que ça ait un sens. C'est pas une candidate qui s'exprime toute seule, ça n'a aucun intérêt. Je suis
Moi, je suis assez frappé par l'exemple que vous citez à Saint-Cloud, c'est assez extraordinaire. En fait, ça traduit un phénomène, à mon sens, qu'on voit très bien dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est qu'il y a une défiance extraordinaire. Je pense qu'on la sous-estime en permanence. Une défiance extraordinaire pour tout ce qui ressort des institutions qui vont s'adresser aux citoyens. Je parlais de la défiance vis-à-vis des médias traditionnels, elle est très forte. La défiance vis-à-vis des politiques, n'en parlons pas, elle est absolument considérable. Elle ne cesse de progresser. On dit toujours ça, mais enquête après enquête, elle progresse. Donc tout ce qui, en fait, à mon sens, et ça vaut sur les campagnes traditionnelles comme sur les campagnes digitales, tout ce qui est en fait un peu vertical dans la communication, c'est-à-dire tout ce qui vient en fait d'un parti s'adressant à la base des électeurs, est 1000 fois moins bien jugé que ce qui peut venir de ses pairs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des gens qui nous ressemblent, qui sont des gens anonymes, qui n'ont pas qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas dans une logique partisane, à partir du moment où ces gens-là s'adressent, ils ont un pouvoir de conviction beaucoup plus fort que ne l'auront les partis politiques qui sont discrédités. Donc une campagne menée comme ça par des inconnus qui débarquent, qui investissent les réseaux sociaux, sera beaucoup plus efficace qu'une campagne même la plus sophistiquée menée par un parti qui voudrait utiliser Internet comme un terrain de conviction, à mon sens. Laurent ne réagissait pas à tout propos et tenter de copier-coller un mail. C'était... Moi, je voudrais peut-être répondre aussi à tes questions. Je pense qu'effectivement, il y a un rapport dans la réussite de l'exemple que tu citais entre ce qui est institutionnel et ce qui est pas. C'est la force de la liste à Saint-Cloud, la force, on l'a vu nous, même à Paris, même si c'est pour l'instant, ça n'a même pas passé dans les médias, mais du parti pirate que tu citais, qui partout, si on regarde en pourcentage, fait 200%, 300%, 500% plus de votants. Évidemment, il va peut-être 40 voix, tu vois, mais c'est significatif si on regarde comme ça. Dans le 10e arrondissement, le Parti pirate fait quasiment 4% des voix. Il n'y a aucun militant. Il n'y a pas de militant du Parti pirate. Il n'y a pas de verticalité, je retiens ton terme. Donc, dans un climat réel, dont il faut qu'on ait conscience de défiance généralisée vis-à-vis du politique, ça apparaît comme une manière d'envoyer un signal, vous êtes des gens qui ne m'aiment pas. Et je crois que la force de pouvoir monter très rapidement dans ce corps, c'est la dynamique, c'est ça. Le problème pour eux ensuite, c'est comment tu fais quand tu t'institutionnalises. Un petit peu exactement comme quand tu commences à grossir, tu parlais de ton business. Je discute avec les marques, tu vas faire monter des gens. Quand j'ai énormément de gens, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je désigne des ambassadeurs? Est-ce que je désigne des gens qui sont plus des référents que d'autres? En gros, est-ce que je désigne un président, des gens qui sont derrière, et puis une petite armée? Et ça, les grands partis, quels que soient ces partis, rencontrent cette difficulté-là de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'institutionnel qui est permanent. Et les gens, je dirais pas tout le monde, mais une partie des gens contestent ça, challenge ça, et le critique et essaye de trouver un moyen dans les urnes de le dire. J'ajoute un point. On parlait du Front National au début de ce débat. Le Front National, en dehors de tout commentaire politique, rencontre cette difficulté-là aujourd'hui. C'est apparu longtemps comme on parle de vote contestataire, ou voilà. Aujourd'hui, c'est un parti institutionnel et qui a des élus qui va en avoir, en tout cas dans ces municipales, dans un certain nombre d'endroits. Et donc, on voit bien dans les retours que nous on a du terrain que certains rencontrent cette difficulté-là. Je votais parce que ça m'apparaissait comme non vertical et je pouvais critiquer, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un parti, que c'est un parti qui, comme les autres, je cite les termes, donc je cherche une autre solution politique dans d'autres endroits. Et là, le web peut aider effectivement à monter rapidement en puissance. Moi, j'ai une question relative à. Jusqu'à présent, que ce soit porte-à-porte, que ce soit le site web, on vous a entendu parler sur une manière d'enrichir les techniques traditionnelles par un arsenal qui est en mutation d'un point de vue technologique. On a vu aussi un crible, surtout, qui est apparu, c'est le crible géographique. Parce que c'est une élection, parce que quand on est politicien, on réfléchit bureau de vote par bureau de vote. On a vu aussi à des tas de moments que ce qui a fleuré, c'est peut-être beaucoup plus déterminant d'un point de vue statistique, c'est les communautés, qu'elles soient les communautés de seniors, les communautés ethniques, religieuses, qui sont, bien sûr, qui échappent quand même, qui sont imparfaitement représentées par le crible géographique. Donc déjà, c'est un premier point, c'est sur le... Et je pense que vous avez bien répondu sur le fait que la force de l'outil numérique, c'est justement qu'il arrive à faire émerger des communautés. Moi, je voudrais appuyer, ma remarque et ma question, elle s'appuie là-dessus,
sur le caractère émergent, qu'on n'a pas vu vraiment apparaître dans le débat ce matin, alors que c'est quand même une chose qui est intéressante dans les outils numériques. Je ne connais pas la campagne de Saint-Cloud, mais ce que j'imaginerais volontiers, c'est qu'il y ait une partie émergente qui soit plus forte. Plutôt que de faire descendre un message, et qui est justement une des raisons pour lesquelles il y a défiance, de solliciter, au moins en faisant croire qu'il y a une partie remontante et qu'on responsabilise l'atome de vote par une collaboration, par une co-création. Et ça, finalement, et c'est pas un reproche, c'est totalement absent du discours aujourd'hui. Alors qu'on a une antériorité sur Wikipédia, sur Facebook, qui commence à être de 15 ans sur des outils de co-création qui sont maintenant moins perçus grossièrement par une très grosse partie de la population. Le politique l'a totalement laissé de côté. Si Guillaume Guéget était encore là, s'il a vu la campagne de 2008 d'Obama, Obama a utilisé actuellement des outils qui s'appellent 21st Century City Hall, qui sont des grandes assemblées où plutôt que de déverser un discours de façon uniquement descendante, on apprend à faire remonter par des votes sectoriels, ponctuels, mais qui sont incroyablement responsabilisants pour ceux qui en font partie. Et d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est une panacée, je pense que c'est une manière pour arriver à faire revenir les gens dans le débat. Ce qui est, je pense, le but de tout ce qu'on a échangé ce matin. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez et comment est-ce que vous voyez ces nouveaux outils de co-création, de co-élaboration sur les programmes politiques dans l'avenir? Si encore plus précis, quand? Je vais passer la parole. Un élément d'éclairage peut-être sur la question, puis en fait, est-ce qu'on peut, comme dans les autres secteurs de l'économie qui sont en train de basculer vers une économie collaborative, avoir une politique collaborative? Juste un élément d'éclairage sur Obama, et peut-être pour passer la parole aussi sur la France. Obama s'est beaucoup appuyé en 2008 pour arriver à ça sur la dynamique de la primaire, qui a été une dynamique de primaire extrêmement serrée face à Hillary Clinton, la plus serrée de l'histoire des États-Unis, dans laquelle, il ne faut pas oublier, cette primaire se passe essentiellement par des caucus. Ils sont déjà une structure en fait relativement collaborative, parce que c'est des citoyens, certains dans le camp républicain, certains dans le camp démocrate, mais surtout des indépendants, qui sont estampillés comme tels. Et le but est une dynamique de conviction des indépendants ou des indécis. Donc on est déjà dans une dynamique qui fait remonter des choses plutôt que descendre des choses. Éclairage aussi, je pense que je vais passer la parole à Laurent. C'est pas tout à fait exact que peut-être les politiques français n'y arrivent-ils pas, mais en tout cas, il y a des tentatives depuis un moment. L'exemple connu en France, c'est quand même Ségolène Royal. Il y a le mot démocratie participative et la tentative de la démocratie participative, c'était déjà une dynamique collaborative. Derrière, je pense que c'est la parole qu'il y a d'autres tentatives qui ont dû avoir lieu. Est-ce qu'elles sont efficaces? C'est ça la question. Pour le coup, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de politiques qui sont convaincus de ça. Après, je vais prendre le cas de Paris. En fait, toutes les données dont je parlais tout à l'heure, si on peut avoir plein de données, de logiciels, etc., si on n'a pas derrière les gens pour exploiter ces données, ça n'a aucun intérêt. Donc on peut faire croire plein de fois qu'on fait appel aux gens pour faire ça. Si réellement c'est pas fait derrière, ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Et c'est la question qu'on s'était posée au tout début de la campagne en se disant comment est-ce qu'on fait pour intégrer en fait les Parisiens dans le projet. Et à un moment, on se dit ouais, mais en fait là, la campagne de Paris, c'est une équipe de bénévoles. C'est des gens qui ont des boulots à côté. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps de traiter tout ça? C'est super compliqué. Donc il y a un moment où on n'a pas non plus envie d'aller mentir en disant voilà, on va recevoir un programme, etc. avec tout le monde, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Donc on a essayé de trouver d'autres solutions et de se dire bon alors on va mettre à disposition ce qu'on a là, nous en État, ce qu'on propose comme programme pour Paris, et on va ouvrir à tout le monde en disant là, ce qu'on a fait sur le site avec un espace qui s'appelle Dites-moi tout, en disant là, vous pouvez faire tous les retours vous avez à faire par rapport à ce programme, et derrière ça remonte dans les différents pôles projets qui sont répartis sur tous ces éléments de programme, mais on n'a pas pu, et on aurait aimé le faire, on n'a pas pu à un moment se dire qu'on ouvre bien plus largement. Parce que déjà, on manque de temps, par le fait voilà, que c'est une équipe, que des gens bénévoles. Donc comment est-ce qu'on fait pour, alors qu'il y a tellement à faire sur Paris, pour, en gros, si on met des gens là-dessus, on ne met pas sur autre chose, voilà, c'est quand même assez compliqué concrètement à réaliser quand c'est une campagne comme ça. Après, sur le reste, je rejoins complètement là-dessus. Je pense que sur la télé ou autre, je suis très convaincue aussi. Ce qu'on a essayé de faire, nous, à une échelle moindre, c'est de se dire
comment on intègre les gens dans la campagne. Je prends l'exemple de l'affiche de campagne. Ça a été un concours qui a été soumis aux internautes en disant choisissez vous-même l'affiche. Pour essayer de dire, voilà, demain, enfin, en gros, c'est justement de s'adresser aux Parisiens, comment on fait pour les intégrer, comment on fait pour leur donner la main sur certains aspects. L'affiche de campagne, c'est un bon exemple qu'on essaie de faire sur tout ce qui est co-création. Sur les rythmes scolaires, on a ouvert un site comme ça en disant Parisiens, mettez les témoignages de ce que vous vivez en tant que parents sur Paris. Et on a fait remonter ça. On a essayé, voilà, à un autre niveau, parce qu'on n'a pas pu le faire globalement. C'est intéressant parce que ça reste un cahier de doléances, c'est pas un outil de création. Oui, et encore une fois, parce qu'on a pu aller plus loin. Mais voilà, la volonté aurait été autre, mais à un moment, il y a la réalité qui est que. Je prends mon cas, voilà, moi j'ai un travail à côté, j'ai un pôle avec 10 personnes qui ont un piloté, et c'est assez... La chose, c'est que Wikipédia, les gens aussi ont un travail à côté. Pourtant, ils sont construits la plus grande bibliothèque. Ce que je veux dire, c'est que ça, derrière, il faut le traiter. Vous ne vous contentez pas de dire aux gens, balancez votre truc. Non, mais je comprends tout à fait votre argument. La chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui n'ont pas besoin de traitement, qui utilisent des micro-minutes Je suis d'accord, mais ce que vous faites de ces éléments-là, il y a un moment où il faut les réintégrer, il y a des gens qui les reprennent, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est juste la poussée, puis on verra ce qu'on va faire du jour. Ouais, il faut que ce soit traité, encore une fois. Et les gens que vous mettez sur ça, vous ne mettez pas sur autre chose, et c'est très compliqué quand c'est une équipe de l'école. Et c'est dommage, hein, je le connais. Je te passe la parole, bien. La différence sur Wikipédia, c'est quand même un outil qui décrit l'existant. Là, on est dans un outil de réflexion. On échangera ensuite. Moi, je crois beaucoup à ces dispositifs de co-création. Enfin, il se trouve que je travaille beaucoup avec Bob sur ce qu'on appelle les conférences de citoyens. Ça change un petit peu ce que faisaient ses collègues en 2007, mais c'est un peu différent. C'est un truc qui suit une méthodologie assez rigoureuse. Et c'est pas du tout digital, c'est vraiment des processus de concertation citoyenne physique. Et qui permettent d'avoir des contenus. Enfin, moi je trouve que les résultats de ces expériences sont extrêmement positifs. On a du contenu, on a un enregistrement de contenu qui est assez phénoménal. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement c'est plutôt appelé à se développer et c'est plutôt utile. Mais je fais vraiment le distinguo avec les phénomènes de mobilisation, c'est-à-dire de capacité à récupérer des mobilisations spontanées en ligne par les partis politiques. Ça, j'y crois beaucoup moins. Je pense que c'est aujourd'hui assez compliqué de voir des phénomènes émerger sur Internet et d'essayer de les récupérer d'un point de vue politique. Parce qu'on a toujours cette défiance, c'est que dès qu'on remet de la verticalité, on tue le mouvement. Et j'ai plutôt le sentiment que aujourd'hui, Internet, c'est un lieu en fait d'exercice de forme assez pure de la démocratie, dans le sens où on a des voix qui s'élèvent, des voix qui se structurent, qui s'agrègent, qui deviennent puissantes, mais qui restent complètement en fait impossibles à maîtriser pour les forces politiques existantes. Alors ça a un caractère un peu effrayant, parce que c'est bien qu'il y a des phénomènes qui peuvent comme ça naître sur Internet et prendre de l'ampleur, mais c'est à mon sens une réalité avec laquelle il faut compter. Je suis très très dubitatif sur la capacité en fait à récupérer ça, à contrôler ça et à essayer d'organiser ça d'un point de vue politique. Je pense qu'on est face là, on est là face à des phénomènes qui sont vraiment très difficiles à maîtriser. Voilà, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, on va échanger. On va remercier chaleureusement Laura Paulet et Damien Philippot, merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un mois. Voilà, merci à tous, à bientôt.